Merci à tous. On va finir cette présentation avec la présentation de notre lot 4, donc avec l'outil informatique. Je pense que les intervenants sont Pavel, qui va recevoir un micro, et peut-être quelqu'un d'autre même. En principe, la présentation devrait durer à peu près une demi-heure. Ensuite, nous aurons une intervention de Bernard Flotter et du jury. Ensuite, nous aurons l'intervention de clôture d'Alain Pilette avant de pouvoir mettre fin à notre conférence. Donc, résistez encore un tout petit peu et restez attentifs. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions, mais nous avons un tout petit peu moins de temps pour poser des questions pour la dernière présentation. Bien. Merci pour cette introduction. La deuxième personne qui va faire la présentation avec moi, c'est Jean-Raymond. Je ne pense pas que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je voudrais remercier les organisateurs qui nous ont invités à vous présenter l'état des lieux pour le lot 4. Je dois dire, c'est pas facile. Parce que je voudrais, en fait, il faudrait que je vous présente quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc ça, c'est quand même pas facile. Vous faire un rapport sur quelque chose qui n'existe pas. Mais je vais faire de mon mieux. Nous n'entendons pas l'intervention qui est en train de se faire. Et je peux toujours, bien sûr, utiliser l'argument que je ne peux pas répondre à votre question parce que ça n'a pas encore été mis en place. Effectivement, c'est toujours une bonne excuse. Alors, je me lance. Le plan de la présentation est très simple, donc il faut que je me dépêche un tout petit peu. Donc, voilà, l'introduction, c'est de savoir quels sont les problèmes auxquels nous avons dû trouver une solution. Donc, nous avons en fait deux missions, la mission 1 et mission 2, et pour notre lot 4. Ensuite, la mission 3 et 4. C'est que je vais essayer de vous montrer ce qu'on a fait rapidement. Et au niveau 6, c'est fait par un sous-traitant qui est donc le prestataire informatique. Et là, c'est pas nous. Au niveau de la mission 6, donc c'est le processus de recherche. Et ça, c'est la partie la plus importante pour cette présentation. Et ensuite, voir donc ce qui est prévu pour l'avenir. C'est Jean-Raymond qui va le faire. Et ensuite, nous pourrons répondre à vos questions. Ce que vous voyez ici sur la diapo, ce sont les exigences objectives et les exigences officielles. Et ça, ce sont les exigences qui sont mises dans cet accord. Et donc là, évidemment, il fallait qu'on s'y tienne. Les exigences générales étaient pour cet outil de recherche, c'est d'avoir donc une documentation sur le papier. Et donc pour que vous l'ayez, que on puisse donc travailler dessus et avec, par exemple, avec une clé USB, le cloud, que sais-je. Mais donc, on va essayer de vous montrer comment l'outil informatique devrait fonctionner à l'avenir. Et on n'a pas seulement, on s'en est pas seulement tenu à ce qui était prévu dans l'accord, mais également nous avons également d'autres perspectives pour l'avenir. Par exemple, avoir des lots de données qui sont standardisés. Pour ceux qui ne veulent pas seulement les normes minimum, nous pouvons évidemment encore développer davantage, par exemple au niveau de la qualité, pour la compétence des experts, etc. Et comme vous le voyez, nous avons aussi un côté opérationnel, donc opérationnel dans 5 ans à peu près. Donc, essayons de subdiviser ces lots en différentes missions avec les différentes exigences informatiques. Donc, nous devons avoir un document de travail qui devrait être fourni pour le prestataire informatique pour qu'il puisse nous développer le prototype. Et ça, c'est l'une de ces missions tout à fait typiques pour
les applications qui sont préparées donc dans le monde extérieur. Et là, vous avez la première aperçu en tant que résultat de ce processus. Et là, vous avez toute une liste d'exigences pour cet outil du point de vue de l'utilisateur final, donc les juges, les procureurs et les experts également, parce que nous voulons qu'il y ait les deux approches possibles. Ensuite, d'une perspective plus administrative, tout d'abord, nous avons défini les données, ensuite, comment gérer ces données, ensuite, comment concevoir une interface pour l'utilisateur sur la base des résultats de la mission 1 et mission 2, et ensuite, les perspectives pour ce qui va se passer à l'avenir. L'outil informatique lui-même doit être défini par des prestataires informatiques. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à nous de le faire, mais nous allons bien sûr faire le suivi de tout cela et encadrer le tout. Nous allons également préparer un certain nombre de recommandations, de meilleures pratiques sur la mise en œuvre de les résultats des autres lots qui ont été étudiés par nos collègues pour voir comment ils peuvent être intégrés dans l'outil. Comme vous le voyez, c'est pas toujours facile de faire un rapport sur quelque chose qui n'a pas été fait. Et là, vous voyez que donc nous avons là l'échéance, c'est février 2024. Donc, pour certaines tâches, nous ne sommes même pas au milieu du processus. Parfois, nous sommes juste au début du processus. Tous les livrables devraient être fournis donc fin février ou février 2024. Mais un certain nombre de tâches seront complétées et terminées beaucoup plus tôt parce qu'on en a besoin, parce que ceci a des conséquences sur le développement du projet. Voici les détails. Et comme vous le voyez, qu'un certain nombre de tâches vont être terminées avant l'échéance du projet dans son ensemble. Mais ce qui est important, c'est donc, d'une part, vous avez le mois de juillet, qui est une date importante, et ensuite le mois de septembre. Eh bien, en juillet, nous devrions être prêts à envoyer donc la documentation. Et sur cette base-là, nous sélectionnerons à ce moment-là le développeur qui pourra mettre en œuvre cet outil. Donc, fin juillet, la documentation sera prête. On la distribuera à un certain nombre de développeurs potentiels. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui ont déjà participé à l'appel d'offres. Et ensuite, nous ferons une sélection finale. Nous donnerons 3 mois aux développeurs. Et d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir une première version avec, bien sûr, la possibilité de faire un certain nombre de changements en janvier et février. Donc, nous estimons que ce sont des délais tout à fait raisonnables pour le développeur. Là, vous voyez la tâche numéro 4, qui est notre tâche, qui est de travailler donc avec ce développeur. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer qui nous sommes. On n'a pas été sélectionnés un petit peu n'importe comment, mais tout de même, nous avons été sélectionnés parce que nous avons une expérience pratique et nous savons ce que nous faisons. Là, vous voyez la composition du groupe avec un grand nombre d'experts informatiques. Et nous avons également des utilisateurs finaux, comme par exemple les avocats, les procureurs, les juges. Donc, cette combinaison de différents métiers et différentes compétences devraient nous permettre d'avoir d'excellents résultats. Ensuite, nous espérons évidemment que tout cela va se faire selon ce que nous avions prévu. Maintenant, je vais essayer de vous présenter les quelques tâches dont je peux vous parler, donc sous la perspective de l'utilisateur final. Là, c'est une combinaison du point de vue de l'utilisateur final qui fait la recherche, qui veut donc un résultat, et aussi le point de vue de l'expert qui
et le résultat de cette recherche, donc que l'on découvre après la recherche. Et donc, les avocats et les autres experts se sont réunis pour voir quelles étaient les fonctionnalités dont on a besoin avec ces différentes caractéristiques. Ce n'était pas facile parce que nous avons d'abord commencé la démonstration qu'on pouvait faire, mais parfois on s'était allé bien loin, bien plus loin qu'un outil de démonstration. On avait un certain nombre aussi d'idées, de solutions pour l'avenir, donc on a essayé de subdiviser le processus pour essayer de sélectionner différentes caractéristiques pour, d'une part, la version de démonstration et ensuite la version finale. Quant à la pratique, on a essayé de développer un certain nombre de caractéristiques et donc des cas pour la démonstration. Là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en haut parce que pour le moment, nous avons environ 100 lignes donc, qui ont été saisies simplement pour voir comment ça pouvait fonctionner. Ensuite, après avoir combiné tout ça, on a préparé un certain nombre de fonctionnalités et de fonctions de base que vous pouvez voir là sur l'écran. La première fonction très générale de cet outil informatique est que c'est facile à trouver sur Internet, donc c'est très facile pour un utilisateur potentiel. Deuxièmement, il faut que l'utilisateur ait la possibilité de sélectionner un certain nombre de critères et ensuite le système lui donnera une première liste de résultats et ensuite l'utilisateur peut affiner encore sa recherche et pour finir, lorsque l'on aura la liste finale des résultats, eh bien, on aura la possibilité de contacter quelqu'un directement à partir de cette liste. Voilà donc les résultats de la tâche numéro 1. Lorsque l'on parle de la tâche numéro 2, là, vous voyez la perspective de l'administrateur. Donc, il s'agissait de savoir comment administrer, gérer ces données. Et pour le faire, nous avons envoyé un questionnaire à tous les pays participants pour en savoir davantage sur leurs registres locaux. Là, vous voyez que c'est un tableau très coloré, mais qui nous montre en fait toutes les différences que nous avons dans les systèmes européens. Donc même du point de vue d'un administrateur, ce n'est pas facile de les combiner. Et donc nous devons essayer de voir comment nous pouvons là procéder pour avancer. Donc vous voyez combien il y a de bases de données d'experts judiciaires dans certains pays. Dans certains pays, il n'y en a qu'une. Dans certains pays, il y en a quelques-unes. Et il y en a des pays où il y en a beaucoup. Et dans d'autres, il y en a plusieurs milliers. Donc c'est quand même difficile. Ensuite, lorsqu'elles sont les institutions qui gèrent ces différentes bases de données, bien dans la plupart des pays, il y a écrit autres, donc là, ce sont des chambres d'experts, des associations d'experts, des fédérations d'experts. Et dans d'autres pays, vous voyez qu'il y a écrit institutions, par exemple le ministère de la Justice ou les tribunaux. Ensuite, lorsque vous voyez donc la procédure d'accès à ces fichiers, eh bien vous voyez que là, c'est pas facile. Vous avez hors ligne, en ligne, interne. Et quelqu'un qui veut gérer des données doit évidemment aussi tenir compte de tous ces aspects-là. Ensuite, la manière dont on peut contrôler toutes ces données, est-ce que elles sont contrôlées par les organisations elles-mêmes, par les experts, par le ministère de la Justice, par les cours. Quand est-ce que et combien de fois est-ce qu'elles sont mises à jour, etc. Est-ce que c'est fait à la demande? Est-ce que c'est fait tous les jours? Est-ce que c'est fait une fois par an, une fois par mois? Donc vous voyez qu'il y a une pléthore de différences qui rend très difficile de trouver un dénominateur commun dans tout cela. Passons maintenant à une tâche qui sera peut-être un peu plus facile à expliquer et sur laquelle nous pouvons faire peut-être un rapport un peu plus complet parce qu'on n'a pas encore commencé. Donc, ce sont les exemples où nous essayons de vous montrer où nous en sommes. Et le portail que nous utilisons. Et nous estimons que
C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, c'est une plateforme qui existe et qui s'appelle Find a Lawyer et qui existe dans e-justice. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas reprendre ça, du moins dans une certaine mesure? Et du point de vue de la conception, c'est donc l'approche pour trouver cette interface qui couvre donc tous ces aspects administratifs et gestion des données. Et pour cela, nous estimons que la meilleure manière, pourquoi ne pas reprendre donc ce qui existe ou qui ressemblerait à cela? On va le faire ce mois-ci. Et je ne peux pas le montrer, bien évidemment, parce que ce n'est pas encore fait. Et j'espère que ça va ressembler à peu près à la même chose que donc ce Find a Lawyer. Donc là, on s'est laissé inspirer par ce site. Et du point de vue du développeur, il y a encore autre chose qui est intéressant et qui existe. C'est ce guide du développeur de la Commission européenne. Et on va sans doute rajouter ça à notre document. Et pour finir, nous devrions avoir donc conclu notre livrable numéro 1 avec les différentes exigences informatiques essentielles. Lorsque l'on parle de l'outil informatique lui-même, il est développé donc par le développeur. Mais si l'on regarde les résultats de tous les autres lots qui ont été traités par les groupes de travail, eh bien, nous pouvons vous présenter nos premières hypothèses pour les processus, pour les recherches. Nous voudrions avoir une procédure de recherche en 2 ou 3 étapes. La première étape serait de fournir une liste d'experts sur la base de critères de recherche généraux, ce que l'on a à peu près dans Find a Lawyer. Mais la différence principale, c'est que si vous cliquez donc sur Recherche dans Find a Lawyer, vous pouvez avoir un format unifié de ces données qui est rempli de manière locale par les avocats. Mais nous n'avons pas cela pour différents experts dans tous les États membres. Ça, nous ne l'avons pas. Ensuite, comme vous le savez et vous l'avez entendu ce matin, nous n'avons pas en fait de normes communes pour les registres et nous n'avons pas non plus de normes communes pour les centres de données. Donc, nous ne pouvons que rassembler tous les commentaires et essayer de retrouver le prochain niveau de recherche. Et vous verrez, là, c'est ce que vous pouvez trouver dans chaque registre. Et même si vous avez un responsable du registre ou un responsable pour le registre qui ne veut pas coopérer véritablement, et ça je ne peux pas me l'imaginer, eh bien vous aurez quand même la possibilité de trouver quelque chose vous-même. Et là, vous avez les informations de base. Une des bons résultats de cette réunion pour ce travail qui a été effectué, c'est que nous avons effectivement eu des discussions très fructueuses sur ce que l'on peut faire avec donc les niveaux de la nomenclature locale. Ensuite, donc les différentes nomenclatures sous-ventilées, et donc ça sera plus facile à ce moment-là de trouver donc les réponses dont on a besoin. Et ça sera plus facile aussi du point de vue linguistique. Donc ça, c'est la partie très positive. Vous voyez là, on parle encore du premier tableau au milieu de la diapo. Donc si vous êtes un utilisateur et vous faites ces différents et vous sélectionnez ou vous entrez ces critères de recherche de base,
La personne qui est affichée est une personne réelle qui est également enregistrée dans les bases de données. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier également dans le registre local. Une fois que vous avez cette information, on peut dire, oui, bon, c'est quelque chose de très général, c'est une catégorie très générale, c'est peut-être trop vaste pour sur toutes les informations que vous voulez obtenir. Et si l'on veut faire une recherche par un pays, on aura peut-être une centaine de personnes sur une discipline. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce sont des personnes qui sont sur la liste. Mais vous ne savez pas combien d'entre vous sont prêts à coopérer avec vous. Donc, si on s'en arrête là, on s'en tient là, ça ne suffit pas. Et dans une deuxième étape, on ne va pas envoyer donc une centaine d'emails. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, c'est là qu'on met en place la deuxième étape. Et la deuxième étape n'est pas automatique comme la première étape. Donc là, la première étape, si vous tapez quelque chose dans la case de recherche, vous avez un affichage automatique. La deuxième étape est semi-automatique parce que si après la première recherche, vous avez donc une centaine de noms, vous avez donc... ça vous sert à rien si vous avez donc une centaine de noms, c'est trop. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer dans un bouton donc qui est envoyer une demande et il y aura un email automatique, donc un courrier électronique automatique avec les questions sur l'expertise, les qualifications, l'expérience, le développement, la transparence, etc. Donc toutes ces choses qui sont dans le questionnaire et les personnes qui voudraient coopérer avec vous vont répondre à ce questionnaire et vont vous le renvoyer. Et à ce moment-là, vous en aurez peut-être encore trop. Vous pouvez peut-être, si vous avez 10% qui répondent sur 100, à ce moment-là, vous n'en avez plus que 10 déjà. Et c'est déjà 100, c'est déjà beaucoup. 10%, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, si vous avez une liste de tous les critères qui sont remplis par eux-mêmes, vous pouvez prendre décision en disant oui, la personne numéro 2 et numéro 10 semblent répondre exactement à mes exigences et à mes critères. Et vous voyez précisément donc quels sont... et ensuite, vous prenez contact et vous pouvez partager les informations nécessaires. Donc ça, c'est une approche qui nous semble être une bonne approche. Vous avez une longue liste d'experts au début, et au début, vous ne savez pas combien vont répondre. Et donc, vous ne pouvez pas faire une recherche précise au début. Et le questionnaire de deuxième niveau, donc ça serait comme faire un téléchargement de masse et l'envoyer donc à tous les organismes d'enregistrement en Europe en faisant ensuite faire une recherche dès le début, donc avec des critères très vastes au début, ou alors plus précis. Un autre avantage, c'est que vous pouvez, sur cette base également, sensibiliser. Combien de fois donc est-ce que l'on va demander à quelqu'un de remplir le questionnaire? Quelles sont les données que l'on exige sur l'expérience professionnelle, par exemple? Donc, je pense que l'on va en tenir compte également. Et dernier résultat ou dernier aspect, c'est que nous n'allons pas changer la législation, ça ne va pas détruire les systèmes en place et toutes les choses qui sont déjà en place. Mais on va vraiment avoir développé le système d'une façon très pratique, très concrète, très utile. Voilà, donc j'espère que ça a été clair et si ça ne l'a pas été, eh bien je suis là pour répondre à vos questions. Et Jean-Raymond peut peut-être rajouter encore quelque chose.
Oui, je tenais à remercier beaucoup de monde, mais c'est pas pour ça que je vais parler sur autre chose. Je vais en profiter pour remercier l'équipe sur le WP4 qui a fait un très très gros travail. En plus, c'est un petit peu compliqué, ils viennent de l'expliquer, et ils ont une idée astucieuse. Je ne vais pas développer, mais cette histoire comme on est sur des bases de données qui sont très peu semblables, certaines sont très peu riches, on a un problème de produit résultant si on interroge ces bases. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on le fasse avec deux étapes. Alors, ce projet, ça répond un peu à vos questions. Ce projet, il a une ambition très limitée, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on ne savait pas très bien où on allait. C'est un projet où il va falloir convaincre des ministères de la Justice, convaincre des associations d'experts, convaincre des magistrats de changer leurs habitudes ou d'en créer de nouvelles ou d'en inventer pour certains. Donc c'est assez compliqué et on a décidé, en proposant le projet, d'y aller très tranquillement. Il y avait une brique fondamentale, c'est celle qui a été l'essentiel de cette conférence de consensus. Là, on ne vous demande pas de jugement. Vous pouvez dire que ce qu'a fait Pavel, c'est pas bien et que ce que moi je fais, c'est bien, non, ou l'inverse. Mais je plaisante. Le problème, la grosse brique, c'est celle qui a été faite avant tout ce travail qui est un démarrage de ce qu'on va continuer à faire pendant des années, probablement. Donc, aujourd'hui, ce projet, c'est en finale de lancer la réalisation réelle d'un annuaire, d'un registre, d'un annuaire basé sur des listes nationales, régionales, en tous les cas, qui sont reconnues dans 6 États membres. Donc, moi, je l'ai de tête, ça va être le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la France. D'ailleurs, tout le monde est représenté ici et l'essentiel des ministères de la Justice sont présents. Le deuxième, c'est... Ah, pardon. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas faire deux choses en même temps, parler... La deuxième, c'est nous n'afficherons que des données élémentaires, ce que vient de vous expliquer Pavel, c'est-à-dire le nom, un peu de compétences. Alors je ne sais pas dans quel niveau de la nomenclature on va s'arrêter, mais c'est des choses qui vont se faire, comme le disait Yann, entre l'équipe Pavel, pour faire simple, et l'équipe Yann. Et puis, nous allons, je dirais, on ne va pas en faire beaucoup plus pour l'instant, mais derrière, on va afficher une trajectoire dont on ne connaît pas tout à fait là où on va arriver. Ça va commencer à se négocier dès la semaine prochaine, se discuter avec les instances européennes, à quel niveau on peut arriver. Donc probablement, vous l'avez là sous les yeux, probablement on va essayer bien sûr de convaincre tous les États membres de contribuer à la réalisation de cet annuaire. Il y aura des transformations, je prenais celles de ce matin, les vôtres. Est-ce que la personne veut figurer sur un annuaire européen? Oui ou non, c'est une vraie question, parce qu'elle n'a pas envie, pas forcément. Surtout dans des pays où les listes sont régionales. Les gens n'ont pas envie ou n'ont pas... Est-ce qu'ils parlent les langues qui vont bien? Est-ce qu'ils parlent les langues... Aujourd'hui, cette information n'existe nulle part, à ma connaissance. En tous les cas, elle n'est pas exploitée, puisque les gens sont à quelques pays près. Les gens ont une seule langue, je dis bien à quelques pays près. Donc, toutes ces notions, on ne les a pas. On ne peut même pas aller les chercher, on ne pourra pas les afficher, d'où le fait qu'on est obligé de créer un mouvement et de ne pas se contenter d'avoir des choses statiques. Donc, il faut que je fasse... Alors ensuite, on a quand même des objectifs derrière tout ça depuis des années. Notre job est basé sur une espèce d'harmonie, enfin sur la convergence, sur l'harmonisation à long terme. Ça prendra pas mal de temps. Il peut y avoir des accélérations. Il y a quelques années, on a failli avoir une directive sur la procédure civile. Ça s'est arrêté avec la crise des migrants et le Brexit. Mais le Parlement européen avait proposé une directive sur la procédure civile, dont une partie de l'expertise. On avait d'ailleurs été
et certains d'entre vous ont travaillé pour le Parlement européen à cette occasion-là. Donc, on a un objectif d'y arriver, on a un objectif de convergence, le statut des experts, bien sûr, et puis la nomenclature, mais ça on en a parlé largement. Ça, ce sont nos objectifs depuis longtemps. Derrière ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que, on va dire la pratique expertale et les experts deviennent une activité reconnue par les instances européennes. Donc les instances européennes nous ont demandé il y a quelques années qu'on essaie qu'un mouvement se crée pour avoir une fédération des experts européens, parce que il y a une fédération qui est la CBE des lawyers, des avocats. Il y a une fédération des bailiffs, c'est huissiers. Il y a les notaires. Maintenant, ce sont des professions réglementées. Nous, on n'est ni une profession ni réglementée. Donc, ils appellent ça, je crois que c'est la CPEJ qui a inventé ce terme-là au départ, des practitioners, et puis ça a été repris par e-justice. Donc, ça veut dire des professionnels, mettons. En tous les cas, ce n'est pas une profession. Et il faut absolument que les experts puissent discuter avec les instances européennes. Je ne vais pas raconter d'anecdote parce qu'après je sais quand je commence, je ne sais jamais quand je finis, mais en gros, nous ne sommes pas aujourd'hui un corps représenté au niveau européen, en tous les cas pour les experts, moi je parle des experts. Et puis, on a un objectif clair, donc c'est d'aider à la création d'une fédération des experts. C'est d'ailleurs pour ça que on s'est tourné vers nos partenaires. Bernard va en parler juste après moi, j'espère, qui est EuroExpert, qui a cette ambition-là, qui a besoin de s'étoffer et qui devrait pouvoir le faire rapidement. En tous les cas, nous, ce n'est pas la vocation d'Institut, nous, on est plutôt à pousser des idées. Par contre, on a impérativement besoin que le monde de l'expertise soit représenté dans les instances européennes. Moi, je suis un doux rêveur et je peux continuer à rêver. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à créer une place, peu importe, j'ai un mot vague, je ne sais même pas comment ça pourrait fonctionner, où on puisse faire dialoguer ensemble les gens qui sont les principaux concernés par l'expertise. Donc, évidemment, les juges, parce que quand même, pour l'essentiel, on travaille pour des juges, donc il faut vraiment que les juges soient nos interlocuteurs. Les avocats, puisqu'on les fait souffrir, ils nous font souffrir, enfin, là aussi, je me replace en position d'expert. Donc, les juges, les avocats, on va dire les instances judiciaires nationales, donc ministère de la Justice, et puis les instances européennes, c'est leur demande. Je ne sais pas si Alain Pilette en parlera tout à l'heure, ou si Johanna en parlera, je ne sais pas. Voilà en gros, moi, mon rêve. Alors, il y a des gens qu'on peut contacter assez facilement. Les avocats, on a la CCBE. Quand on parle des magistrats, on peut prendre les deux corps, parquet et juge. Il y a par exemple, il y a une conférence européenne des présidents de cour d'appel, ce qui est un niveau intéressant, parce que ça permet de... Il y a une conférence des procureurs généraux, une conférence européenne. Ces gens-là, d'ailleurs, de temps en temps, on les croise à la CPEJ aussi. Je prends CPEJ parce que c'est là où moi je les vois de temps en temps. Donc, ces institutions existent. On parle d'expertise et pas d'experts pour l'instant. Il faut que ces gens-là discutent et fassent évoluer ensemble le produit qu'on essaie de pousser pour aider ce dialogue. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Ah si, une exception. Je ne vais pas dire de merci, toi je pense que tu vas remercier tout le monde. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que le projet est un virage aujourd'hui. Il y a une grosse étape qui vient d'être franchie avec cette conférence de consensus. Maintenant, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à faire une synthèse de tout ça, trouver des consensus, mais je pense il y avait un tel enthousiasme hier soir à table que ça devrait fonctionner tout seul. Ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que
il y a encore un gros travail sur ce projet qui se termine en février 2024. Et si je simplifie très très largement qu'est-ce qui reste à faire, on a vu Yann et Bertrand sur les problèmes de nomenclature, hein, et leur équipe. À chaque fois, je donne les leaders, mais il y a l'équipe qui travaille derrière. Il y a probablement du travail encore sur tout ce qu'on a appelé WP2. Alors excusez-nous de ces jargons, hein, ce sont les mots techniques employés par la Commission européenne, et pour simplifier, on travaille avec les mêmes mots. Donc on va dire toute la partie intellectuelle autour des 3 sous-domaines de l'expertise. Donc il y a encore certainement des travaux, il faut finir le travail des jurys, il va falloir publier. Il y a un énorme travail de publication de l'information, de dissémination de l'information dans les pays pilotes, dans les pays membres. Et pour toucher beaucoup de gens, c'est une demande très forte de la Commission européenne. Donc on a une équipe renforcée qui travaille sur ça. Bon, c'est à peu près tout. Hein. Et donc, pardon, excusez-moi. On a également le WP4 qui va beaucoup travailler, et on a également probablement la création de groupes de travail par pays pilote pour qu'on puisse très vite préparer tout le travail qui est à venir dans un autre projet. C'est une discussion avec la Commission européenne et avec e-Justice. Donc, en fait, on va le démarrer que lorsqu'on sera prêt, et ce qu'on espère, c'est très, très tôt, en février ou en mars 2024. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous les deux. En fait, on n'aurait plus vraiment le temps pour des questions. Est-ce que